Bonjour, nous sommes ce matin en direct du cloître Saint-Louis au cœur du Festival d'Avignon. Le débat de ce matin portait sur liberté, égalité, sororité. Et Myriam Marzouki, qui est ici avec moi, est metteuse en scène, la metteuse en scène de la compagnie du dernier soir. Et vous avez donc débattu avec les autres participantes, puisqu'on avait une table ronde qui était exclusivement féminine, ce qui est suffisamment rare pour être remarqué. Vous avez débattu de l'état des lieux de l'égalité dans le spectacle vivant. Est-ce que vous voulez peut-être revenir sur ce qui s'est dit assez rapidement et puis ensuite on verra un peu ce qui a évolué. Et il s'est dit deux choses qui sont peut-être opposées, mais qui disent bien l'endroit où on est. C'est-à-dire qu'à la fois les derniers chiffres nous donnent une photographie du monde de la culture et du spectacle vivant qui est profondément inégalitaire encore. C'est-à-dire que l'on parle des directeurs et des directrices ou des artistes femmes programmées ou des auteurs, des autrices. On est toujours en dessous de la barre des 30%. C'est-à-dire qu'il y a moins de 30% de femmes qui dirigent des lieux. Il y a moins de 30% des femmes qui sont programmées dans les lieux labellisés, enfin les lieux à partir desquels ces statistiques ont été faites. Et en 2006, le premier rapport qui avait permis à notre milieu de prendre connaissance de la situation, ce rapport rédigé par Ren Pratt, un rapport du ministère de la Culture, disait que en deçà de 33%, la situation du groupe qui est discriminé est une situation ultra minoritaire. C'est au-delà de 33% que le groupe qui est le moins représenté peut quand même exister d'une manière plus égale. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les chiffres, en dépit des avancées réelles, des nominations de femmes à la direction des lieux, depuis les shortlists paritaires sous l'impulsion de la ministre Aurélie Filippetti, en dépit de changements réels, eh bien, on en reste toujours à cette situation de moins de 30% dans un pays où, évidemment, les femmes représentent 50% de la société. Et ce que ça veut dire, je vous interromps, mais ce que ça veut dire, c'est que si on est en dessous de ces 33%, ce qui est le cas aujourd'hui, en fait, les femmes ne sont pas suffisamment nombreuses pour qu'on les prenne en compte. Elles sont invisibles, en fait. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où les femmes étaient quasiment inexistantes et invisibles à une situation où elles sont ultra minoritaires. Mais ce qui est la bonne nouvelle, et je pense que c'est la deuxième chose qu'on a pu se dire ce matin, c'est que aujourd'hui on peut plus être innocent sur la question. C'est-à-dire que depuis 10 ans, un travail d'alerte par des organisations militantes fait que la question est devenue un sujet sur lequel les institutions, les tutelles, les directeurs, les directrices de lieux sont désormais dessillés. C'est-à-dire qu'il y a plus d'aveuglement, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, et je pense que c'est pour cette raison que nous avons là au Festival d'Avignon reçu la très bonne nouvelle de ce texte qui est paru dans Le Monde hier, 13 juillet, co-signé par 29 directrices et directeurs de centres dramatiques nationaux, dans lequel il est dit, noir sur blanc, que désormais, alors il n'y a pas de date, mais c'est un engagement public fort, que désormais les programmations de ces 29 lieux seront des programmations paritaires. C'est quelque chose qui avait été demandé de façon extrêmement précise et ferme par le mouvement HF, qui est né de ce premier rapport de Ren Pratt en 2006, qui demandait que les programmations soient paritaires ou tendent vers la parité pour que puisse être réalisée l'égalité de représentation des hommes et des femmes dans nos milieux, sachant que par ailleurs 52% des étudiants de toutes les écoles d'art confondues sont des étudiantes. Donc il y a une sorte de distorsion entre la composition du public, la composition des étudiants des écoles d'art et in fine ce qui est possible en termes de carrière et de pratique artistique. Donc ce texte est un très grand texte et je pense que là on mesure d'abord que le militantisme a porté ses fruits, que ce mouvement a été entendu et que maintenant les personnes, hommes et femmes qui sont en situation de produire les œuvres, ce qui est fondamental, et donc ensuite de les diffuser, décident librement de faire de cette exigence une règle qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Je pense que donc tous les autres lieux, les scènes nationales, les autres CDN, les théâtres nationaux et puis dans le reste du champ artistique et culturel, les autres directeurs vont devoir justifier pourquoi ils ne sont pas signataires de ce texte. Est-ce qu'ils sont en désaccord avec sa forme ou est-ce que c'est sur le fond qu'ils considèrent que cette question est mal posée? En tout cas, je pense que c'est une très grande avancée et vraiment, je considère que nous sommes arrivés au terme de 10 ans d'une revendication qui a été entendue. Donc je pense qu'on est à la fois sur un diagnostic qui reste insatisfaisant,
Et en même temps, peut-être que cette décision va, d'ici 2, 3, 4 ans, modifier vraiment la situation. Ce texte dont vous parlez, qui est paru dans Le Monde, il me semble, hier ou peut-être avant-hier, émane des directeurs de CDN. C'est un signal qui est effectivement extrêmement fort. Il me semble que vous disiez qu'en 2006, quand on avait commencé à évoquer cette question de la parité ou de l'égalité, puisqu'on fait une différence entre la parité et l'égalité, ça avait été accueilli avec des ricanements. Il me semble que c'était le terme que vous avez employé. C'est-à-dire que lorsque, en 2006, ce rapport objective la situation et donne des chiffres absolument terrifiants, c'est-à-dire que dans presque tous les secteurs, plus de 80 voire plus de 90% des moyens de production étaient accaparés par des hommes, qu'il n'y avait presque aucun texte monté par des femmes, programmé, etc. Enfin, ces chiffres étaient très 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 violents et ils ont été reçus comme tels. Une réaction de déni a été de dire bon, d'accord, la situation est ce qu'elle est, mais quand même les moyens qui seraient ceux de la contrainte, du quota, sont des moyens inacceptables parce que quand même, nous, dans le milieu de la culture, nous sommes dans le règne de la liberté du créateur, du génie, de l'inspiration, du beau, de l'esthétique. Et le ricanement est venu de là. Le ricanement n'est pas venu du constat de la situation parce que là, clairement, personne ne pouvait ricaner. Mais c'est lorsque nous avons été nombreuses à dire que face à une situation profondément injuste, il va falloir des moyens de contrainte, que à l'énonciation du mot quota, action positive contre la discrimination, mesures de contrainte, alors là, le ricanement est arrivé. Avec un argument qui, je pense, a toujours son actualité, à savoir que le monde de l'art et de la culture serait celui où l'esthétique est une politique qui se suffit à elle-même. Or, l'esthétique n'est pas une politique parce que l'esthétique est politique et que, eh bien, si on laisse simplement la liberté de laisser les choses qui existent se maintenir, eh bien, ça s'appelle la poursuite du règne des privilèges. Donc, les ricanements sont venus de ça, de se dire nous n'allons pas instituer ces choses comme ça valables peut-être pour les pauvres, pour les banlieues, pour des personnes qui vraiment souffrent, alors que quand même nous sommes dans le règne, oui, de la beauté créatrice, et que la beauté créatrice ne peut pas s'abaisser au quota. Finalement, c'était un peu l'idée, et c'est ce que vous évoquiez, c'est que si les femmes étaient si géniales que ça, leurs œuvres se suffiraient en elles-mêmes et seraient visibles. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de les encourager à être meilleures. La question, c'est est-ce que quand une femme est effectivement compétente et même excellente dans ce qu'elle fait, est-ce que ça se suffit, ou est-ce que un certain nombre d'acquis et de préjugés et de biais qui sont parfois inconscients ne se mettent pas un petit peu dans son chemin? Et la deuxième question, est-ce que parfois ce ne sont pas les femmes elles-mêmes qui s'empêchent d'aller chercher ces positions auxquelles elles auraient droit? Dans ce que vous dites, il y a deux choses. La question, est-ce qu'il suffit d'être excellent pour réussir ou de... Bon, on peut évidemment dire qu'un spectacle est réussi ou raté. Et il y a des spectacles d'hommes et des spectacles de femmes qui sont réussis ou ratés. Donc on peut évaluer la qualité d'une œuvre. Mais en réalité, si on prend un peu de distance, la question c'est comment est-ce que une œuvre s'inscrit dans un parcours artistique. Et ce parcours artistique, c'est un parcours très concrètement d'accompagnement, de production, d'échange avec des partenaires, de moyens mis à disposition pour créer. C'est-à-dire que une œuvre a une qualité esthétique qui est la qualité de ses collaborateurs, qui est liée au temps de travail, un temps de rémunération ou un temps qui n'est pas rémunéré. C'est la possibilité de répéter dans des lieux qui sont équipés techniquement. Enfin, quand on déploie les conditions qui font la réussite esthétique d'une œuvre, on quitte le ciel pur et beau simplement de l'expérience esthétique. On rentre dans le plus concret de notre monde, c'est-à-dire l'argent. Donc la production, donc l'organisation bien libérale, capitaliste du monde, dans lequel bien il faut des moyens pour produire. Et puis il faut des interactions positives avec des collaborateurs compétents, de l'accompagnement avec des producteurs qui sont aussi des partenaires pour mûrir un projet. Donc tout ça, en fait, c'est la partie invisible de l'iceberg, c'est-à-dire que la partie visible, c'est la beauté, la réussite, la grandeur d'une œuvre. Et la partie invisible, c'est tout ce qui a rendu possible ça. Eh bien, derrière tout ce qui a rendu possible ça, il y a des mécanismes institutionnels, économiques, dont les femmes ont été écartées, réellement. Et après, la question, c'est effectivement, est-ce que les femmes s'interdisent? Je pense qu'elles se sont interdites pendant longtemps un certain nombre de choses, qu'elles sont beaucoup moins nombreuses à le faire.
Et que bien sûr qu'il y a des leviers psychiques qui sont à déplacer autrement et que ça commence très tôt, c'est-à-dire que ça commence par des prises de conscience dans les écoles, ça commence par des discussions avec des partenaires qui ont conscience de ça, qui à un moment vont dire voilà, je parie sur quelqu'un qui est peut-être fragile encore, mais je vais lui donner des moyens pour que l'œuvre puisse se développer. Donc en fait, il faut agir sur les leviers économiques et symboliques en même temps. L'un ne se fera pas sans l'autre. Alors, ma dernière question pour vous, le troisième terme du débat, puisque c'était liberté, égalité, sororité. Qu'est-ce que la sororité peut apporter aux femmes? C'est-à-dire qu'est-ce que le fait de peut-être se mettre en réseau et de collaborer peut apporter à la cause des femmes dans leur ensemble? Ce mot sororité, je ne sais pas si je suis très à l'aise avec lui, parce que c'est un mot, comme beaucoup de termes, quand on a peu eu l'habitude de les employer, il résonne de façon un peu étrange. En revanche, je suis absolument convaincue que la possibilité d'une entraide de femmes entre elles est quelque chose qui rendra possible ou non la réussite, la progression de chacune d'entre nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat collectif qui ne se gagne pas de façon collective. Il existe des réseaux de solidarité dans le monde de l'entreprise. Il n'y a pas de raison de penser que le monde de la culture, qui de fait fonctionne, même si on ne le dit pas, de façon extrêmement libérale, en dépit du fait de se déployer dans la sphère publique. Donc ces réseaux de solidarité, d'entraide, de bienveillance, d'attention, de compagnonnage, d'échange d'informations, je pense qu'ils sont effectivement un des leviers possibles, même si effectivement en France nous avons sans doute une méfiance à l'égard de ça. C'est-à-dire nous avons une méfiance à l'égard du lobbying, nous avons une méfiance à l'égard de l'action positive en faveur de la discrimination, parce que nous continuons à vivre un peu dans une espèce de mythologie républicaine qui serait de dire que nous sommes tous égaux et que donc chacun a sa chance individuellement. Mais réellement, oui, la solution politique à ce problème collectif, elle viendra de l'invention collective féminin aussi. Myriam Marzuki, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis bon séjour ici.